Merci Olivier. Michel Ratzimbasson du département de pharmacodynamie unité malaria du Centre national d'application des recherches pharmaceutiques. Et le Centre national d'application des recherches pharmaceutiques est essentiellement axé sur les recherches sur les plantes médicinales et pour essayer de produire des phytomédicaments qu'on pense être à la portée du grand public, donc pas trop cher. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'exposer nos travaux sur deux pharmacopées. Peut-être pour commencer, j'ai mis pharmacopée au pluriel pour que vous ne pensez pas que ce soit comme la pharmacopée française ou européenne où tout est bien standardisé. Donc il s'agit ici seulement d'un recueil de plantes utilisées dans la médecine traditionnelle malgache qu'on a essayé de mettre ensemble dans un ouvrage complet. En introduction, plus peut-être un avertissement, je tiens à dire que les propos ici ne sont pas ceux du ministère de la Recherche scientifique qui est responsable du Centre national d'application, ni du CNAV qui est l'institution au travail, mais seulement des propos librement qui ne dépendent donc je ne sais que le responsable direct. En fait, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a mis en place cette institution pour essayer de pallier à la difficulté d'approvisionnement des médicaments dans les zones d'accès difficiles de Madagascar. Comme vous le savez, comme les systèmes de route, les centres de santé de base dans notre pays, comme dans beaucoup de pays africains, sont loin des centres des grandes villes, qui sont loin des centres hospitaliers, et loin aussi des dispensaires qui peuvent donner où on peut trouver les médicaments. Donc on a pensé qu'en s'intéressant aux plantes médicinales qui sont, dont le Madagascar est très riche, on pensait qu'on pouvait résoudre ce problème d'approvisionnement en médicaments. En plus, le prix prohibitif des médicaments a donc justifié, je pense, la création du Centre national d'application des recherches pharmaceutiques. Le deuxième point, c'était de valoriser la médecine traditionnelle qui était complètement laissée de côté depuis des années, donc. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'était en accord et même poussé par le ministère de la Santé que le Centre national de la recherche pharmaceutique a été branché sur les plantes médicinales. Donc, comme je le dis, les plantes médicinales, dont beaucoup de médicaments sont issus de plantes médicinales. Donc, comme Madagascar est très riche en plantes endémiques et en nombre de plantes, pour la diversité de ces plantes, donc c'est pour cette raison qu'on a décidé d'axer nos travaux sur les plantes médicinales. Évidemment, il fallait catégoriser les recherches et c'était tout à fait normal que j'insiste encore, que le ministère de la Santé nous a incité à nous intéresser aux maladies tropicales du moment parce que on avait en plus des maladies tropicales, nous on s'était beaucoup penché sur l'hypertension, l'asthme par exemple. Donc on a au départ laissé un peu de côté ces maladies-là et c'est sur l'incitation du ministère de la Santé que nous nous sommes branchés sur les maladies tropicales. Je vous donne ici donc une statistique que j'ai compilée à partir du bulletin d'information en épidémiologie et santé publique publié par le ministère de la Santé, le Fonds d'aide de coopération, l'OMS et l'UNICEF. Malheureusement, c'est une périodique qui a disparu, je crois, de l'environnement malgache depuis en 2001, en 2000. Mais ce sont donc les gens qui sont venus consulter les 11 postes sentinelles de santé répartis sur le territoire national. Et en ordonnée, vous avez le nombre de malades qui sont venus et le nombre de cas de maladies dépistées. Vous avez donc l'infection respiratoire aiguë, le paludisme et les diarrhées qui sont en tête. Je crois que même si ce sont des résultats de 1998, je pense que c'est encore valable pour le moment. Je ne parle pas de l'incidence de grands travaux de dépistage faits sur le sida actuellement. Je n'ai aucune donnée officielle là-dessus, donc je préfère m'abstenir et ne présenter que les 3 maladies, IRA, paludisme, diarrhée,
De même que la tuberculose, je ne sais pas si on a aussi des données officielles bien précises là-dessus. Donc, c'était donc décidé de créer ce centre-là et on pensait pouvoir sortir des phytomédicaments efficaces. En 1976, donc, là, on a créé le Centre national de recherche pharmaceutique et qui comprend 5 départements. Et le principal département, c'est l'ethnobotanique qui s'occupe des herbiers et de l'édition et de mettre sur écrit les pharmacopées. On le met en premier parce que tout notre travail repose sur l'identification de la plante précise, exacte. Si par exemple on n'arrive pas à déterminer le nom scientifique de la plante, la famille de la plante, on abandonne carrément les recherches parce que tous nos travaux ultérieurs qui concernent 5 autres départements sont complètement nuls et non avenus. Donc nous, on veut vraiment que la plante soit bien identifiée par les botanistes avant tout le travail. Comment on a fait le travail des botanistes pour faire la pharmacopée? On a évidemment les sources qui sont le praticien ou seulement des gens de la population locale qui sont habitués à une tradition orale. On prend la précaution vraiment de s'écarter des agglomérations importantes lorsqu'on fait nos enquêtes. Donc on va vraiment des endroits qui ne sont pas toujours accessibles aux voitures. Quelquefois, il nous arrive de faire beaucoup de marches à pied, vraiment beaucoup de marches à pied. Et l'ethnobotaniste ou l'enquêteur prend les notes écrites de ces tradipraticiens. La 3e étape, c'est de transcrire ces notes dans une édition écrite. Donc, vous voyez un peu le processus. Plus on avance dans le travail, plus on s'éloigne des sources primaires. Et on arrive aux lecteurs et utilisateurs comme moi. Donc, dans l'espace et dans le temps, on se trouve vraiment à très très loin des sources primaires que sont les tradipraticiens et Donc, comme dans toute enquête ethnobotanique de ce genre, il n'est pas facile de faire la correspondance entre la symptomatologie empirique et une maladie précise définie de manière médicale. Je crois qu'on imagine cela assez facilement. Donc, il y a une interface entre tout ceci et la transcription de cette description par celui qui recueille les informations. Et le transcripteur n'est pas devant le malade. À un certain moment, on voulait pallier à cette situation en adjoignant des médecins à l'équipe qui font les enquêtes. Mais en fait, ça ne résout pas le problème parce que, comme quand on fait l'enquête, on n'a pas suffisamment le temps de rester avec la population, d'être avec les tradipraticiens, de faire le diagnostic de la maladie avec les tradipraticiens, on a trouvé superflu de mettre un médecin avec l'équipe, bien que cela aurait pu apporter des précisions sur la maladie qui est traitée par le tradipraticien. Donc il a fallu faire avec et de n'envoyer que des ethnobotanistes qui n'ont pas de formation médicale bien précise. Donc ils ne font que récolter les données brutes, de les transcrire telles qu'ils les comprennent. Et donc vous imaginez que quand on arrive au lecteur ou à l'édition de l'ouvrage, je le répète, on est très loin dans l'espace et le temps de la source primaire et les informations sont certainement tronquées quelque part. Néanmoins, je crois que le mérite d'avoir des pharmacopées, il y en a 2, c'est de garder par écrit une tradition orale qui, comme vous imaginez actuellement, est en train de se perdre. Donc, il y a un aspect culturel qu'il ne faut pas négliger, et ce sont des informations qui, de toute manière, peuvent être, quand ils sont bien traités, peuvent être bien exploitées. Par exemple, dans le choix des plantes à étudier, ce que nous faisons au Centre national. La première pharmacopée, c'est celle de la Laude, qui a été éditée en 1986.
Et, cette pharmacopée comprend 266 plantes. On a commencé les travaux vers les années 1981-1980. Je crois qu'on a fini tous les travaux de terrain vers les années 1984. Et donc, il nous a fallu 2 ans pour éditer le livre tel que présenté ici en ce moment. La seconde pharmacopée, c'est celle de pharmacopée de Lambung et du Bouin, édité en 1993. Et on a commencé les travaux immédiatement après, lorsqu'on a fini les travaux sur la première pharmacopée. Donc vous imaginez le temps qu'il nous a fallu pour récolter toutes ces données. Pour vous préciser les choses, la Laut, c'est dans cette zone. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la forêt tropicale humide Saint-Perfirente. Et la Laut, il y a un lac ici. Et on s'est vraiment resté sur une petite surface, mais comme c'est une forêt Saint-Perfirente, il y a beaucoup d'espèces, ce qui fait que même si on s'est cantonné sur une petite surface, on a eu les 266 plantes recensées, ce qui n'est pas le cas pour Lambung et le Bouin. On a travaillé pratiquement, c'est une indication globale, mais la zone, c'était tout ça. Comme c'est sur la versant occidentale de Madagascar, donc sur la pente douce qui descend vers l'ouest, vers une région qui est sèche, c'est une forêt caducifoliée où les forêts sont beaucoup plus clairsemées, réparties sur une grande surface. Et pour avoir les 366 échantillons présents dans le livre, il nous a fallu vraiment carrément parcourir toute cette région qui est là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc 2 pharmacopées de 2 régions tout à fait, pas opposées, mais différentes de 2 régions de Madagascar. C'est une carte aussi qui est intéressante que j'ai piquée à mes amis du Missouri Botanical Garden. Ce sont en vert, ce sont les forêts restantes. Vous avez en point rouge les zones où les déforestations sont importantes aussi. Donc, ça donne une vision assez globale de l'urgence de faire des travaux de recensement des plantes, que ce soit botaniques ou comme ce que nous faisons au centre des pharmacopées en ce moment. Il y a autant de points rouges que presque de points verts. Donc, la pharmacopée de la loge, donc j'ai vraiment essayé de rester très général sur les termes, parce que quand on parle de maux de ventre, ça ne signifie effectivement pas, comme je l'ai souligné tout à l'heure, qu'on a des maux de ventre ou uniquement la diarrhée, mais ça peut, pour le praticien, recouvrir des tas de manifestations. Donc j'ai préféré prendre la précaution de parler uniquement de maux de ventre. Donc sur les 266 plantes, il y en a 51 plantes qui sont consacrées aux maux de ventre, ce qui fait 19%. Les maladies vénériennes, il y en a 40 plantes, ça fait 15%. La fièvre, dont le paludisme, on a 28 plantes, ce qui fait 10%. Et enfin, les maladies de la sphère respiratoire, j'ai vraiment resté voulu vague, parce que la sphère respiratoire peut aussi concerner, comme je le dis, l'asthme, et on n'imagine pas que l'asthme occupe vraiment, ou l'allergie. On rencontre ce cas très fréquemment en milieu rural aussi à Madagascar. Ce n'est pas seulement dans les grandes villes. Donc on a 25 plantes sur l'âme, ce qui fait 9,4%. Ça fait une totale de 53. Donc vous voyez quand même que ça fait la moitié des plantes qui sont consacrées à ces 4 maladies qui sont donc très fréquentes chez nous. Avec la pharmacopée de Lambung et du Bouin, comme maux de ventre, on a 88 plantes, ce qui fait 25%. Une fièvre dans le paludisme, 58, donc 15%. La sphère respiratoire, 39, 11%. Et en des maladies vénériennes, 8,7%, ce qui fait 60% de plantes consacrées à ces maladies.
vraiment une analyse, une constatation rapide, c'est le nombre de plantes qui sont beaucoup plus importants à l'ouest qu'à l'est. En fait, on pourrait penser qu'on peut expliquer ça par le fait que les conditions d'hygiène, comme la zone ouest, il y a très peu d'accès à l'eau potable. On pourrait peut-être interpréter ce fait par ce problème-là. Donc, les maladies dues donc, à l'hygiène sont peut-être beaucoup plus importantes à l'ouest de Madagascar qu'à l'ouest où il y a beaucoup plus de pluie, on a beaucoup plus d'approvisionnement en eau, ce qui peut-être favorise moins les diarrhées. Donc, j'aborde maintenant le fait que ça nous aide énormément d'avoir ces pharmacopées pour aider au choix de nos plantes à étudier au laboratoire. On peut penser que le nombre de citations de la plante dans ces pharmacopées est le reflet de sa grande utilisation dans la médecine traditionnelle populaire. Et en général, on utilise une plante non pas pour une maladie, mais pour plusieurs maladies. Et souvent aussi, elles sont associées à d'autres plantes médicinales, évidemment, mais non pas utiliser une seule plante pour une maladie. Donc, le travail qu'on a fait, c'est d'avoir une liste de plantes qui traitent au moins 2 des 3 maladies, maux de ventre, fièvre et affection des voies respiratoires, ce qui a permis de dégager avec la pharmacopée de la Laut seulement 6 plantes sur les 266 et avec la pharmacopée de la Brugtun, 32 plantes sur les 364. Donc, je n'ai donné que pour la pharmacopée de la Laut qui regroupe 6 plantes, c'était plus facile. On a le Mangifera indica, donc qui est là, 2 composés, l'hélichrysome, l'Elephantopus caber, 2 labiers, l'Ocimum elliptis et enfin le rubiacé qui est le Danaïs. Vous avez tout à fait à droite les noms vernaculaires malgaches. Là, je fais remarquer pour les intéressés que sur les 6 plantes, la moitié concerne des plantes aromatiques, donc qui produisent des huiles essentielles. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne s'est jamais intéressé sur les plantes aromatiques pour des maladies bien précises jusqu'à présent. On essaie actuellement de monter un programme là-dessus, de travailler les plantes aromatiques productrices d'huiles essentielles et de les tester sur les maladies telles que l'allergie, le paludisme en ce moment. Et les résultats sont étonnants. Par exemple, en parcourant un peu l'Internet, au Nigeria, ils ont à peu près fait le même travail. Ça m'a agréablement surpris de voir que le Mangifera indica est aussi indiqué pour les fièvres dans cette zone-là. Donc, ça ont 2 zones différentes qui travaillent à peu près la même idée de travail. On retrouve des plantes identiques pour traiter la fièvre, par exemple. Un deuxième exemple, c'est Ocimum gratissimum, qui est une plante à huile essentielle et qui a donc été testée contre le Plasmodium berghi chez la souris. Je n'ai pas pu avoir l'abstract si ça a été efficace ou non, mais le fait que ça a été travaillé, c'est déjà une bonne chose, en tout cas pour nous. Et sur l'Iptis pectinata, où on a déjà isolé des produits qui ont des propriétés antimicrobiennes et qui sont aussi cytotoxiques, donc ça pourrait certainement intéresser les recherches sur les maladies bactériennes ou des anticancéreuses. Et enfin, le Danaïs, où je produis un herbier de chez nous, qui ont été faits donc à l'époque de l'Orstom, c'était donc avant les années 70, où tous les dossiers, tous les herbiers de l'Orstom, on les a pu les récupérer, classer, répertorier. Je crois qu'il y en avait un peu plus de 1500 herbiers qu'on a donc pu récupérer. Et je mets l'herbier parce que quand j'ai parcouru Internet pour le Danaïs, aucun travaux biologique n'a pas été fait dessus. Il y a eu des travaux chimiques, mais pas spécialement des travaux biologiques.
Donc je crois que pour ceux qui sont intéressés, il est peut-être intéressant de se brancher dessus. Voilà une page par exemple de la pharmacopée de la Laute où vous avez à gauche les planches qui représentent des dessins. Ce ne sont pas des photographies des herbiers, mais des dessins faits par nos ethnobotanistes à nous. Et à droite, vous avez donc le nom, les noms scientifiques, la famille, les indications utilisées telles qu'elles sont utilisées dans la population locale. Donc, c'est le format de la pharmacopée de la Laute et l'Ambumbun aussi, il est présenté de la même manière. Donc, quand on a travaillé, essayé de répertorier toutes les plantes qui nous intéressaient pour une maladie précise, il a fallu vraiment prendre une par une les plantes pour avoir, par exemple, un tableau de ce genre où on a les familles, les genres, l'espèce, le nom usuel, l'activité, et d'indexer chaque plante pour une activité bien précise. Et là, je vous ai donné juste une partie des 28 plantes qui sont concernées, qu'on utilise dans la maladie fébrile, dont le paludisme. Page, c'est le nom générique pour tout ce qui est fièvre en malgache. Donc on le retrouve ici. Comment on dit ça en français? Voilà. Donc, comme c'est aussi une des manifestations du palud, des fois, donc on l'a pris. Il y en a un qui est vraiment caractéristique, on retrouve tout ce qui est, voilà celui-ci. On a le tache-tamp, atypique, un refroidissement. Donc c'est un peu aussi le signe de la grippe. Donc vous avez la famille, le nom scientifique, le nom vernaculaire, la maladie traitée et les parties utilisées. Donc ici ce sont les racines et les tiges. Donc, en essayant de valoriser cette pharmacopée, à partir de ces 28 plantes citées comme antipaludéennes, on en a sélectionné 4. On n'a plus que collecté 4 plantes, qui sont ceci, une Buddleia, un Bigodium, le Rhus paratana et le Fernoia pendiculata. Et on a testé les extraits sur la malaria in vitro. Et nous avons obtenu le résultat suivant sur Plasmodium falciparum in vivo. Donc, comme il s'agit au départ de faire un screening, on a travaillé à une dose unique pour repérer les extraits les plus intéressants. Et ce qui est quand même encourageant, c'est que les 4 plantes sont actives sur le Plasmodium falciparum in vitro. Donc, ça conforte toujours la sélection et l'utilisation traditionnelle, mais c'est le Rhus paratana qui est le plus actif et actuellement on continue de travailler la plante au centre pour essayer d'en dégager des fractions plus actives et pourquoi pas d'en isoler des fractions pures pour des déterminations structurales. C'est un peu à part, mais c'est un travail qui est fait donc ici avec Milton, qui est dans la logique un peu différente. Les Malgaches utilisent aussi les plantes très très amères pour traiter les fièvres. Donc par analogie avec la quinine qui a une amertume certaine, on s'est dit qu'en s'intéressant peut-être aux plantes amères, on pourrait aussi arriver à des résultats intéressants pour trouver des molécules intéressantes pour traiter la malaria. Donc on a pu avoir un extrait pur isolé dont la structure est déterminée et l'exemple qui est là, c'est pour vous montrer une recherche disséquente à partir d'une méthode qui n'est pas la radioactivité utilisée, l'hypoxanthine tricier, la plus utilisée en ce moment pour rechercher les substances antipaludéennes. Mais nous, au CNARP, on utilise la fluorescence, donc à partir d'une sonde qui est spécifique à l'ADN du plasmodium. Donc avec cette méthode-là, on duplicate avec différentes doses de l'extrait, on a donc pu aboutir à les pourcentages d'inhibition et
de dresser une droite de régression, le coefficient de régression, et de calculer ensuite la CI50 qui est de 50 microgrammes par millilitre, qui est loin effectivement de celle de la chloroquine ou de la quinine, mais en tout cas, ce sont des premiers travaux et je pense qu'on arrivera à améliorer ces résultats-là. En conclusion, les pharmacopées existantes, qui sont la mémoire écrite des praticiens, méritent d'être rationnellement exploitées. J'ai fait exprès de l'écrire parce que je vous ai signalé tout à l'heure que c'était sur l'incitation du ministère de la Santé qu'on a fait ces travaux. Et pourtant, après ces 30 années d'existence, il n'y a jamais eu de connexion tangible entre le ministère de la Santé et la recherche scientifique pour essayer d'exploiter les résultats obtenus ou du moins essayer de faire quelque chose de cohérent ensemble pour aboutir au desiderata de ces gens du ministère de la Santé, je dirais de l'époque, et d'avoir des phytomédicaments abordables pour la masse rurale. Donc c'est une coopération qui n'a jamais eu lieu en fait, et je pense qu'il faut essayer de faire en sorte que ça se renforce de plus en plus, surtout qu'en ce moment, au ministère de la Santé, ils ont développé un département qui s'occupe des plantes médicinales. Mais je crois que la connexion entre le ministère de la Santé et notre ministère à nous, on n'arrive pas toujours à trouver des connexions étroites entre les deux ministères. Donc, là, c'est, je crois, une question de volonté politique et je ne sais pas si cela pourra se faire très prochainement. Je vous présente Stéphane, notre botaniste qui a travaillé avec moi sur ce projet. Et merci de votre attention. Là, c'est une vanille endémique de Madagascar. Ça s'appelle Vanilla madagascarensis. C'est la fleur de cette vanille. Ce n'est pas la vanille commerciale, donc voilà. Je vous remercie.